Je suis le docteur Arnaud Isapov, donc je suis pédiatre, neuropédiatre. Donc je travaille à l'hôpital Trousseau à Paris et donc je m'occupe d'un centre de référence pour les pathologies neuromusculaires. Du fait de ces symptômes, elle peut gêner finalement le développement psychomoteur de l'enfant, en particulier dans les formes de myasthénie congénitale, puisque l'expression de la maladie va être très précoce. L'enfant naît avec la maladie, avec ses symptômes, et donc il peut y avoir un décalage dans les acquisitions, en particulier posturales, du fait de l'hypotonie, de la fatigabilité musculaire. Après, tout dépend de l'évolution et de l'évolutivité de cette myasthénie congénitale, savoir si elle s'atténue plutôt dans le temps, auquel cas on va avoir un rattrapage et l'enfant va finalement progresser et récupérer un petit peu son décalage ou son retard. Dans certaines formes de myasthénie congénitale, on peut avoir des difficultés qui peuvent s'accentuer dans le temps chez l'enfant, en particulier sous forme d'une fatigabilité musculaire qui peut être plus importante à l'adolescence ou parfois même chez les jeunes adultes. Et puis il faut savoir aussi que c'est assez rare, enfin, dans les myasthénies congénitales, on peut aussi avoir des symptômes qui ne concernent pas que le muscle et les symptômes musculaires peuvent s'associer à d'autres symptômes neurologiques. Et donc c'est des syndromes myasthéniques congénitaux qui sont exceptionnels, mais pour lesquels il peut y avoir soit l'association d'un syndrome myasthénique et d'une atteinte des nerfs périphériques, ou parfois une myasthénie congénitale qui peut être associée aussi à des difficultés intellectuelles, les deux étant liés à la même mutation génétique. Donc il peut y avoir dans certains cas un impact sur le développement psychomoteur dans ces formes de myasthénie congénitale. Alors dans la myasthénie auto-immune, étant donné que la myasthénie n'est pas une pathologie finalement acquise, les enfants se développent normalement jusqu'à l'arrivée des symptômes de la myasthénie, donc il n'y a pas d'impact sur leur développement psychomoteur. Ils peuvent être gênés après du fait de leurs symptômes de myasthénie en termes de fatigabilité, etc., mais ils se développent parfaitement normalement. Alors dans le quotidien, c'est assez handicapant quand même, puisque bon, Jade, elle a une autonomie de marche qui est quand même assez réduite. Si jamais on dépasse cette autonomie, ce qui est le cas parce que parfois on fait une activité histoire de vivre normalement, et ben les jours suivants le soir même et les jours suivants sont assez particuliers parce que Jade, elle en pâtit beaucoup. Voilà, donc le quotidien, c'est pas le quotidien d'une jeune fille de 16 ans malheureusement. Et quand elle était petite, c'était pas du tout le quotidien d'une petite fille normale. Concernant la puberté, alors ce qu'on peut voir à la puberté chez des patients qui présentent une myasthénie auto-immune, c'est parfois une aggravation des symptômes à la puberté ou une généralisation de la myasthénie. C'est-à-dire que dans la myasthénie auto-immune, on va individualiser ce qu'on appelle les myasthénies de forme oculaire pure, c'est-à-dire que la myasthénie ne va concerner que les muscles oculomoteurs ou les muscles qui permettent de relever la paupière. Parfois à la puberté ou un peu avant la puberté, on peut observer une généralisation de la myasthénie avec une atteinte de ce fait des muscles également qui permettent de bouger les membres, des muscles qui permettent de se déplacer, etc. avec des symptômes de fatigue physique qui n'étaient pas forcément présents auparavant. En dehors de ces phénomènes de généralisation de la myasthénie qui peuvent être un petit peu plus fréquents autour de la puberté, on peut aussi avoir, mais ce n'est pas forcément le cas chez tous les patients qui ont une myasthénie auto-immune, une aggravation, une accentuation de l'impact de la myasthénie ou des symptômes autour de la puberté. Mais ce n'est pas une règle qui est commune, une évolution qui est systématique, mais ça peut se voir. Tout dépend un peu des symptômes. Finalement, c'est l'expression de la myasthénie qui va
dire s'il y a un impact sur la scolarité. Ce que l'on peut voir dans la myasthénie, c'est une fatigabilité musculaire parfois. Donc c'est des enfants, pour certains, qui peuvent avoir des difficultés à se déplacer, avec parfois des problèmes de chute, qui peuvent nécessiter un certain nombre d'ajustements ou d'aides pour effectuer ces déplacements. Il peut y avoir des problématiques de fatigue à l'écriture ou de maintien de posture pour l'écriture qui peuvent aussi s'ajuster, ou des difficultés pour la lecture quand il y a des troubles oculomoteurs, etc. En règle générale, les enfants qui ont une myasthénie sont scolarisés en milieu ordinaire avec des ajustements selon leurs besoins et selon leurs difficultés, que ce soit pour les problématiques de déplacement, de fatigabilité musculaire ou pour les problématiques d'écriture. Et en règle générale, il n'y a pas de difficulté intellectuelle, sauf dans de rares formes de myasthénie congénitale, mais qui sont vraiment exceptionnelles. Donc ce sont des enfants qui poursuivent pour la plupart une scolarité en milieu ordinaire, en sachant que dans certaines formes de myasthénie congénitale, il peut y avoir quand même une atteinte respiratoire qui peut être parfois très sévère, très invalidante, qui peut nécessiter des prises en charge médicales assez lourdes en termes d'aide respiratoire, etc., et qui peut être parfois incompatible, en tout cas qui peuvent rendre difficile une scolarité en milieu ordinaire. Ça peut être également le même problème pour des enfants qui ont besoin aussi d'une assistance nutritionnelle. Mais voilà, ça reste des situations qui sont quand même assez rares. La majorité des enfants sont scolarisés en milieu ordinaire. On va s'adapter à leurs difficultés finalement, ça va être le but du suivi médical qui généralement est pluridisciplinaire, c'est-à-dire qu'on va observer les difficultés qu'ils peuvent rencontrer au quotidien. Alors ça peut être pour des enfants qui sont censés pouvoir se déplacer de manière autonome, marcher de manière autonome, qui ne le peuvent pas, ça peut être une aide technique pour se déplacer, comme un fauteuil par exemple. Puis après, c'est souvent des adaptations du milieu de vie, de l'environnement, que ce soit à l'école ou à la maison, avec une ergothérapeute. Ça peut être l'utilisation, par exemple, pour les difficultés liées à l'écriture, d'un outil informatique ou de matériel adapté, etc. Alors Jade, elle est beaucoup plus à l'écoute de son corps depuis cette année. Elle va prendre son fauteuil roulant. Elle a une assistance électrique sur son fauteuil roulant pour éviter de se fatiguer à propulser manuellement son fauteuil. Et en effet, le fait de plus écouter son corps, ça amène aussi à une meilleure autonomie dans la vie de tous les jours, quoi. Du coup, j'ai besoin de mon fauteuil quand je vais en cours, à l'école. Je le prends, j'ai une motorisation. C'est un moteur. C'est un fauteuil normal, mais avec un moteur à l'arrière. Et je le prends en général les jours où j'ai des grosses journées. Par exemple, le mardi, je fais 8h midi, 13h, 18h, sans pause. J'ai la petite récré de 10h et 1 heure pour manger à midi. Et c'est compliqué si je le prends pas, surtout que j'ai des salles, j'ai des escaliers à monter, descendre, c'est fatigant. En fait, la rééducation va être nécessaire dans la mesure où l'enfant va présenter un certain nombre de difficultés. Alors, ça va être différent dans les myasthénies auto-immunes où l'enfant va se développer normalement jusqu'à un certain âge et puis la maladie va apparaître à un âge plus ou moins précoce. Et dans ce cas-là, la rééducation, ça va être effectivement parfois de la kiné, mais ça peut être de la kiné respiratoire lorsque l'enfant a des difficultés pour tousser, pour évacuer ses sécrétions, va s'encombrer facilement. Ça peut être de l'orthophonie qui peut être nécessaire lorsqu'il y a une atteinte faciale ou une fatigabilité masticatoire ou des difficultés pour parler, articuler, etc. Donc ça peut être une prise en charge en orthophonie. Ça peut être une prise en charge en ergothérapie pour compenser la fatigabilité à l'écriture, l'installation dans l'environnement scolaire pour économiser finalement le coût du mouvement et la répétition du coût du mouvement chez ces patients qui sont fatigables.
Et dans les myasthénies congénitales, finalement, on est face à des patients qui vont avoir une pathologie développementale, ils vont naître avec leurs symptômes. Et là, dans ce cadre-là, la rééducation elle peut aussi avoir pour but de les accompagner dans leur développement. Donc, c'est-à-dire que là, le kiné ou la psychomotricité peut avoir un rôle pour guider l'enfant dans mieux gérer son mouvement, développer une motricité volontaire, plus dans un accompagnement finalement de ce qu'on appelle les niveaux d'évolution motrice, par exemple. Donc ça peut être la kinésithérapie, ça peut être la psychomotricité. On peut avoir aussi dans ces formes de myasthénie congénitale qui s'expriment précocement des besoins aussi de kinésithérapie respiratoire quand il y a une atteinte respiratoire aussi précoce avec des enfants qui s'encombrent, qui ont des difficultés ventilatoires. Bah explique. Mais je sais pas. C'est un appareil avec un tuyau et c'est fait pour quoi? Pour respirer, respirer. Oui, pour faire travailler les poumons, parce que tes poumons sont très faibles à cause de la scoliose que tu as eue. C'est comme il a eu sa scoliose pendant des années, s'était écrasé, il avait la cage thoracique déviée, donc il avait vraiment du mal à respirer. Et maintenant qu'il a eu l'arthrodèse, que tout est à peu près à sa place, il faut réapprendre aux poumons à se muscler, parce que du coup, il n'est pas du tout musclé son poumon. Donc il utilise l'Alpha 300 tous les jours, pendant 15-20 minutes. Ça peut être aussi de l'orthophonie pour travailler sur ce qu'on appelle l'oralité, c'est-à-dire l'apprentissage d'une déglutition, l'apprentissage de la mastication correcte, hein, puisque quand il y a une atteinte de la fonction de déglutition très précoce, ça peut être difficile à se mettre en place, même si les symptômes parfois peuvent s'atténuer dans le temps. Il y a des réflexes, de commandes motrices qui ne se font pas forcément bien si elles n'ont pas été mises en place très précocement, auquel cas ça peut se rééduquer avec une orthophoniste. Et puis ça peut être aussi de l'ergothérapie pour des installations à la maison, pour mettre en place des aides techniques quand il y a des difficultés de déplacement comme un fauteuil roulant, etc. Alors oui, il y a pas mal de choses qui peuvent être mises en place. Il peut y avoir ce qu'on appelle déjà un PAI, un plan d'accueil individualisé, qui en fait est une sorte d'ordonnance qui va être transmise à l'école lorsqu'il y a des prises de médicaments qui doivent se faire sur le temps scolaire. Et puis ensuite, pour les enfants qui ont des difficultés, que ce soit dans leur déplacement, pour l'écriture, ou qui de fait impactent leur scolarité, on peut demander la mise en place d'un PAP, d'un plan d'accueil personnalisé, qui va stipuler un certain nombre d'aides dont l'enfant peut bénéficier. Ça peut être par exemple l'accompagnement d'une personne tierce pour les déplacements lorsqu'il y a des difficultés lors des déplacements, ou pour sécuriser les déplacements avec une auxiliaire de vie scolaire par exemple. Ça peut être le fait de bénéficier d'un double jeu de livres pour éviter de porter des charges lourdes, pouvoir bénéficier de l'utilisation de l'ascenseur de l'établissement scolaire pour économiser un certain nombre de transports, etc., etc. Ça peut être aussi d'adapter les activités sportives à l'école. Alors c'est assez facile de le faire en primaire, au collège et au lycée, ça devient un petit peu plus compliqué puisqu'il y a souvent une notation sur les épreuves sportives, mais tout ça, ça peut être spécifié sur un PAP pour ajuster les aides dont a besoin le jeune, sans le pénaliser dans son inclusion scolaire. Donc l'idée étant effectivement que le jeune puisse être inclus à 100% dans toutes les activités scolaires, y compris dans les activités sportives, mais en les adaptant au maximum. Je pourrais faire du sport, mais ça me fatiguerait plus qu'autre chose. Je sais que je pousserais mon corps trop loin. Après, je serais super fatiguée pour pouvoir me concentrer sur les cours, tout ça. Donc on peut demander également, selon les besoins de l'élève, un tiers-temps parfois pour les épreuves notées, en particulier pour le baccalauréat ou pour le brevet par exemple.
en particulier pour les élèves qui ont une certaine lenteur et une fatigabilité à l'écriture. Ça peut être aussi adapter les épreuves notées pour le baccalauréat ou pour toute épreuve classante, je dirais. Par exemple, ça peut être l'utilisation d'un ordinateur ou d'aide technique pour l'écriture. Parfois, l'utilisation d'un secrétaire ou d'une secrétaire, c'est-à-dire vraiment qu'il y a des difficultés notables à la prise de notes et à la rédaction, qu'il y a une tierce personne qui rédige les réponses qui sont transmises par l'élève. Voilà, entre autres. Alors la première année, la 6e, c'était vraiment une année clé pour moi parce que c'est l'année où on a pu voir quelles étaient ses limites, qu'est-ce qu'on pouvait mettre comme aménagement en place pour l'aider. Et ce qui fait qu'en 5e, elle est arrivée avec tous les aménagements auxquels j'ai pu penser. Donc une seule et unique classe, pour pas qu'elle ait à faire des allées et venues, pour pas la fatiguer. La clé de l'ascenseur, pour pouvoir, si jamais elle avait des cours, par exemple physique, chimie, tout ça, c'est comme c'est dans des labos, forcément il faut changer de classe, donc qu'elle puisse accéder facilement aux autres classes. Le double des livres, elle est sur ordinateur, elle a une AVS avec elle. Ah oui, on a demandé aussi qu'elle puisse bénéficier d'avoir les moins de devoirs pour ne pas être trop fatiguée. Puis à la fin de la journée, une personne myasthénique, souvent, elle est fatiguée et du coup la tension est différente forcément. Donc c'était important. Alors tous les ans, je me rends à une réunion pour mettre en place un PAI, ce qu'on appelle un PAI, un plan d'accueil individualisé. C'est quand un enfant a une pathologie, une maladie, voilà. Et je me rends à ce lieu de rendez-vous avec le médecin scolaire, l'AVS. J'ai fait venir à chaque fois le CPE en charge de la classe en question. Et j'arrive toujours avec mon référent FM Téléthon. Il est vraiment d'une aide précieuse parce qu'il va expliquer des choses que Jade peut vivre éventuellement. Et quand ça ne sort pas de la bouche de la maman, c'est pas la même chose, forcément. Il faut savoir quand même que ce référent, il m'accompagne chez tous les médecins chez qui on va. Donc, il connaît bien la pathologie, il entend ce que les médecins disent. C'est très très important pour moi de me faire accompagner de ce référent FM Téléthon. Et puis quand ça va, il est là. Et quand ça va pas, il est là aussi. Donc, et puis parfois, il va parler à ma place. Et puis forcément, c'est quand même l'AFM Téléthon. Donc forcément, on est plus entendu. C'est important que les équipes éducatives soient informées, alors soit par les parents, soit par le médecin, via le médecin scolaire de la pathologie de l'enfant, a fortiori quand il y a un traitement à prendre sur le temps scolaire. Également parce qu'il peut y avoir besoin d'ajuster la scolarité, de proposer des temps de repos, etc. Donc je pense que c'est aux parents en premier lieu d'expliquer les difficultés de leur enfant aux équipes enseignantes. Alors parfois c'est pas toujours facile pour les parents de faire mettre en place les aides qui sont nécessaires à leur enfant, soit par méconnaissance d'équipes enseignantes, soit tout simplement parce qu'il n'y a pas les moyens, le temps, etc. Et on conseille souvent aux parents de se faire aider par les associations de patients qui, aussi connaissant la pathologie, peuvent aussi réexpliquer aux équipes enseignantes les besoins, et en particulier dans des maladies qui ne sont pas forcément visibles de l'extérieur, ce qui peut être le cas de la myasthénie, quelle qu'elle soit, puisque c'est finalement beaucoup de ressentis en termes de fatigabilité, de choses comme ça. Il peut y avoir parfois des difficultés, des problèmes d'interprétation, de mauvaise volonté de l'élève qui n'arrive pas à faire, qui ne veut pas faire, puisqu'on a l'impression qu'il peut faire, alors que voilà, c'est pas possible. Et donc dans ce cas-là, se faire aider par une association de patients qui fait le lien, ça me paraît important pour expliquer ces symptômes qui ne sont pas forcément visibles au premier plan. En général, les profs sont plutôt
soit ils sont trop gentils, ils pensent que genre, je suis un peu leur chouchou, quoi. Je suis un peu la petite fille fragile de la classe et tout. Soit justement ils sont complètement contre, enfin ils sont... Bah limite ils s'en foutent quoi. De si je suis fatiguée ou pas. Bah ils parlent mal. C'est un peu... limite ils me rejettent un peu. Je suis un peu la personne qu'ils aiment pas, la fille de la classe, l'intrus un peu. Alors j'ai changé Jade d'école en primaire parce qu'elle subissait beaucoup de discrimination liée à son handicap. Je l'ai fait pour elle. C'était très dur pour moi puisque déjà j'avais mis Ambre dans cet établissement et je trouvais que c'était bien. Mais bon. Et du coup j'avais très très peur de partir ailleurs. Mais quand j'ai changé Jade d'établissement, j'ai pas regretté. Parce que je tombais sur du personnel à l'écoute, gentil, bienveillant. Donc ça, c'était très très important pour moi. Ensuite, elle est rentrée au collège. J'ai choisi une classe de temps d'horaire aménagé. C'est une classe sport-études, en fait. Ils ont du temps d'horaire dégagé pour faire leur sport. Et Jade, elle avait du temps dégagé pour faire toutes ses prises en charge médicales et se reposer. Déjà, je pense que la priorité pour les patients pédiatriques, c'est d'avoir un suivi adapté, c'est-à-dire un suivi régulier. Également, donc un suivi régulier par une équipe qui connaît ces pathologies rares, parce que tous les médecins, on ne peut pas connaître toutes les pathologies, donc il faut se référer à des centres qui sont habitués à suivre ces patients. Avoir aussi un médecin traitant, ça me paraît important. C'est parfois un peu compliqué, mais c'est important de pouvoir faire le lien entre ce qui se passe à l'hôpital et ce qui se passe en ville. Donc avoir des référents ou un référent médical en ville pour accompagner le suivi, ça me paraît des choses importantes. C'est aussi important pour les parents dans un premier temps, mais aussi dans un deuxième temps, dans une perspective d'autonomisation des jeunes, de connaître la maladie, de savoir de quoi on parle, de savoir comment ça peut évoluer, de connaître aussi les événements qui peuvent interférer sur l'évolution de la pathologie, en particulier les infections qui peuvent générer une décompensation de la myasthénie, que ce soit myasthénie auto-immune ou myasthénie congénitale, mais voilà. Donc savoir repérer ces choses-là, savoir les anticiper, savoir les prévenir au maximum. Concernant les traitements, c'est aussi très important que les familles, que les enfants aussi connaissent leurs médicaments, connaître les contre-indications médicamenteuses. Alors généralement, ils reçoivent au diagnostic une liste de médicaments qui sont contre-indiqués et puis des situations, une information qui concerne des situations durant lesquelles il faut être vigilant, en particulier en cas d'anesthésie générale et notamment lorsqu'on doit se faire opérer en urgence dans un hôpital qui n'est pas le sien, en situation non prévue. Donc ça, c'est des situations qui peuvent être un petit peu anticipées ou pour lesquelles en tout cas les familles doivent connaître qu'il existe des procédures, pouvoir transmettre ces informations aux équipes locales qui ne sont pas forcément des équipes spécialisées dans la pathologie. Concernant les traitements, c'est aussi important que les familles sachent éventuellement pouvoir ajuster les médicaments et les doses de médicaments, en particulier dans les myasthénies auto-immunes, où on a une certaine marge de manœuvre en termes de dosage de médicaments selon la situation. Lorsque l'enfant, le jeune va être amené à faire une activité physique plus importante, on peut être amené dans certains cas à augmenter les doses temporairement. Lorsqu'il y a des situations qui font que la journée va durer plus longtemps, il va y avoir une veille tardive en cas de fête, on peut rajouter éventuellement une autre prise de médicaments en fin de journée. Alors tout ça peut s'anticiper en amont avec le médecin référent. Et puis il y a la question effectivement de la transition. L'objectif du suivi en pédiatrie, c'est finalement que les jeunes que l'on suit puissent être des jeunes adultes autonomes, qu'ils connaissent bien leur pathologie. Et généralement on organise
une transition progressive vers le milieu adulte, puisque effectivement il va y avoir aussi des questions spécifiques à l'âge adulte qui ne sont pas forcément des questions sur lesquelles que l'on maîtrise en milieu pédiatrique et qui vont concerner la grossesse et comment on peut se dérouler une grossesse lorsqu'on a une myasthénie, les questions du permis de conduire, il y a des adaptations qui peuvent être faites ou en tout cas des questions autour du permis de conduire qui peuvent être anticipées, la question de l'emploi, de l'activité professionnelle. Donc, généralement, voilà, il y a une phase de transition où le suivi pédiatrique commence à passer la main progressivement vers un suivi adulte où toutes ces questions-là peuvent être aussi abordées et anticipées progressivement. Et puis le dernier point, ça va être se faire accompagner en dehors de l'aspect médical, rééducatif aussi par les associations de patients qui font aussi le lien, que ce soit avec les familles, avec le milieu scolaire, parfois aussi avec les professionnels qui s'occupent de la rééducation, qui font vraiment un maillage et qui accompagnent les familles dans leur parcours de soins. Au niveau du suivi, maintenant, tout va bien. Enfin, je suis dans le réseau, on va dire. Donc c'est vrai que si je rencontre des mamans qui sont dans le même cas que moi au départ, je vais pouvoir les aiguiller. Après, tout dépend de la maladie. Mais souvent, je dirige, si c'est la myasthénie, je dirige vers l'association myasthénie. Sinon, vers la FM Téléthon. Et là, ils pourront trouver une référente. Moi, j'ai trouvé une référente au bout de 3 ans. J'avais fait un mail en racontant mon histoire. Et au bout de 3 ans, mon mail a été lu. C'est là que j'ai pu avoir ma première référente de parcours santé qui nous aide, qui nous épaule à monter les dossiers ou nous accompagner tout simplement à tous les rendez-vous médicaux. Parce que bien souvent, on y va, mais on ne comprend rien. Il y a des termes médicaux qui sont compliqués à comprendre dès le départ. Maintenant, bon, ça fait 9 ans, donc j'ai plus trop besoin. Ça m'arrive de l'appeler, d'avoir besoin pour un dossier, mais heureusement qu'ils sont là. Alors je dirais les signes d'alerte, c'est tout signe qui évoque une aggravation rapide et brutale de la myasthénie, soit une fatigue intense qui n'était pas présente jusqu'à présent, soit l'apparition de nouveaux symptômes en lien avec la myasthénie mais qui n'étaient pas connus jusqu'à présent, et en particulier des difficultés à déglutir, une stase salivaire, c'est-à-dire le fait d'accumuler de la salive dans la bouche par difficulté de déglutition, des difficultés à parler, une voix courte qui reflète des troubles localisés au niveau des cordes vocales par exemple, des difficultés pour respirer. Donc tous ces symptômes-là sont des signes d'alerte qui doivent faire consulter en urgence, et donc très rapidement. Alors la première chose, c'est qu'il est important que les patients possèdent une carte d'urgence dans laquelle est détaillé un certain nombre de contre-indications médicamenteuses, de médicaments du quotidien, antibiotiques ou autres par exemple, pour chaque fois que la situation se présente de prescrire un médicament, qu'on puisse s'y référer et vérifier qu'il n'y ait pas de risque de décompensation de la myasthénie ou d'aggravation. Donc l'autre élément, ça va être en situation de chirurgie inattendue et d'anesthésie générale inattendue. Sur ces cartes d'urgence, il est mentionné un certain nombre de procédures anesthésiques et en particulier de médicaments qui vont être à éviter. Donc c'est important que les familles possèdent ces cartes et puissent les fournir en cas de consultation inattendue et de chirurgie non programmée. L'autre situation qui est plus rare, mais on peut être amené finalement à anticiper ou à prévenir les services d'urgence ou les services de réanimation, et en particulier le SAMU sur certaines situations de patients qui peuvent être particulièrement instables, particulièrement précaires sur le plan respiratoire, etc. Et leur adresser ce qu'on appelle une fiche patient remarquable, où on va signaler aux équipes d'urgence la pathologie du patient, évidemment avec son accord, mais dans le cadre d'un parcours de soins coordonné,
pour qu'il puisse y avoir une intervention spécifique, rapide, des équipes d'urgence au domicile ou sur le lieu de vie du patient en cas de décompensation.